Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la campagne électorale bat son plein au Mali. 24 candidats sont en lice pour la présidentielle du 29 juillet 2018. Parmi eux, Mamadou Igor Diarra, ancien ministre de l'eau et de l'énergie. Visite officielle du grand maître et prince de l'ordre souverain de Malte au Cameroun. Une visite de 4 jours sur invitation du président Paul Biya afin de renforcer les liens de coopération entre les deux États. Et puis l'ONU se dit préoccupée par les violences faites aux femmes au Soudan du Sud. L'institution dénonce de graves violations des droits de l'homme pouvant s'apparenter à des crimes de guerre. Mais avant de développer ces titres en Côte d'Ivoire, la liste électorale provisoire est disponible. Celle-ci, après l'enrôlement des pétitionnaires dans la période du 18 au 24 juin 2018, compte 6 595 899 électeurs, dont 50,91% d'hommes et 49,0% de femmes. Ces données ainsi que la répartition du nombre d'électeurs par département peuvent être consultées sur le site internet de la Commission électorale indépendante. Le Mali vibre au rythme de la campagne électorale pour la présidentielle du 29 juillet. Parmi les 24 candidats en lice, Mamadou Igor Diarra, qui propose un programme décliné en 7 axes, 12 grands travaux et 99 mesures. Les détails dans ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Mamadou Igor Diarra, ancien ministre de l'eau et de l'énergie de 2008 à 2011, puis ministre de l'économie et des finances de 2015 à 2016, est sur la ligne de départ pour la présidentielle du 29 juillet. Banquier de son État, celui qui a dirigé plusieurs institutions financières tant au Mali que dans la sous-région, veut mettre à profit ses acquis au bénéfice de son pays. Il propose un programme axé sur 7 points pour sortir le pays de sa situation actuelle. La vision et le projet que je vais porter sont une véritable rupture. D'abord, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, qui nous impose cela. Ma vision elle repose sur 7 axes. J'en développe juste les plus importants. Nous estimons que nous devons nous doter d'un État propre, un État sobre, mais aussi un État agissant. Pour réussir son pari, il compte engager 12 grands travaux avec 99 mesures immédiates pour relancer les secteurs vitaux du pays tels que l'agriculture, la santé, mais aussi l'économie. Un investissement de 8 090 milliards seront mobilisés pour financer ce programme. Moi, je pense que la relance de l'économie malienne passe d'abord sur la bonne gouvernance au niveau de l'État, qui doit créer des conditions propices au développement des entreprises, à la création de la richesse. Il faut que le secteur privé soit libéré de toute une série de fardeaux, de toute une série de contraintes. À 51 ans, Mamadou Igor Diarra, plusieurs fois couronné meilleur banquier par ses pairs, se présente à une élection pour la première fois. Il est aussi l'auteur du livre « C'est possible au Mali », un livre exposant son programme de gouvernance. Le Cameroun veut renforcer ses liens de coopération avec Malte. Le grand maître de l'ordre souverain de cet archipel du centre de la Méditerranée est actuellement à Yaoundé pour une visite officielle de 4 jours. Au programme, un entretien avec le président Paul Biya et la visite du camp des réfugiés centrafricains dans l'est du pays. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. 48 heures après le départ de Moussa Faki Mahamat, Yaoundé a accueilli le grand maître et prince de l'ordre souverain de Malte ce 16 juillet 2018. Son Altesse imminentissime, Radiacomo Dalla Doré del Tempio di Sanguineto, a été invité par le président Paul Biya pour une visite de 4 jours en terre camerounaise. Il est normal que des entités entretenant des rapports diplomatiques ou des rapports tout court de convivialité ou de convenance internationale créer des espaces, développent des espaces pour enrichir ces rapports-là. Ce sont des visites, ce sont des commissions mixtes, etc. Cette visite intervient au moment où le Cameroun affronte une crise humanitaire avec pour conséquence l'arrivée de réfugiés nigériens et centrafricains sur son sol. Vous savez, en matière d'immigration, Malte a joué un rôle très important tous ces derniers temps, dans la mesure où il a accepté d'accueillir des réfugiés africains en nombre, compte tenu de la petitesse de ce pays et de ses moyens très limités
C'est vrai qu'ils ne pouvaient pas tous les garder. Le Cameroun, actuellement, est également un pays où il y a beaucoup de réfugiés. Cette visite du grand maître de l'ordre souverain de Malte, son Altesse Imminentissime, Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, traduit aussi la vitalité des liens de coopération qui existent entre le Cameroun et l'ordre souverain de Malte. Une conclusion symbolique à une visite historique. L'ambassade d'Érythrée à Addis Abeba a été officiellement rouverte ce lundi 16 juillet en présence du chef de l'État érythréen Isaias Afewerki et du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Un symbole fort qui parachève la visite officielle de 3 jours du président érythréen Addis Abeba. 3 jours qui ont permis de sceller la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée après la signature le 9 juillet 2018 d'une déclaration conjointe de paix et de coopération, notant que la liaison aérienne entre les 2 pays sera rétablie ce mercredi. Entre avril et mai 2018, 120 femmes et jeunes filles auraient été victimes de violences sexuelles au Soudan du Sud. C'est ce que révèle l'ONU dans un récent rapport. L'ONU qui dénonce de graves violations de droits de l'homme pouvant s'apparenter à des crimes de guerre. Les détails avec Corinne Kamdem. Au Soudan du Sud, les femmes et les enfants sont les premières victimes de la guerre civile qui a éclaté il y a 5 ans. La malnutrition menace de nombreux enfants, les femmes sont victimes de viols, les enfants de mutilations. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, est revenue sur cette problématique alarmante avec le président Salva Kiir lors de sa visite dans le pays. Ce qui a été la pire partie du conflit dans ce pays, et je pense ici avec la délégation, nous avons entendu la douleur et l'angoisse de beaucoup de femmes. C'est la violence sexuelle et en particulier le viol. Et ce viol ne s'arrête pas seulement aux femmes, mais il inclut aussi des enfants, jusqu'à des enfants très jeunes que nous avons entendus, ce qui pour nous a été odieux. C'est une histoire d'horreur quand vous l'entendez et encore plus imaginez quand vous devez passer par là. Amina Mohamed a mené une mission de l'Union africaine et des Nations unies au Soudan du Sud afin de constater les défis auxquels sont confrontés les habitants du pays. La délégation a appris que plus de 1300 femmes et enfants avaient été soignés pour des blessures et des traumatismes causés par la violence sexuelle dans une clinique de Djouba depuis son ouverture il y a 8 mois. Ils font partie de nombreux autres survivants de viols et autres sévices perpétrés à travers le Soudan du Sud depuis l'éclatement brutal du conflit en 2013. Vous, en tant que dirigeant du Soudan du Sud, vous avez le pouvoir de rendre aux femmes et aux enfants du Soudan du Sud leur dignité et leur humanité. Et je suis très confiante que vous serez en mesure de le faire. Le viol et les autres formes de violences sexuelles perpétrées par toutes les parties de la guerre civile au Soudan du Sud se sont répandues et ont atteint des proportions gigantesques au cours des récentes années, selon un rapport d'Amnesty International publié en 2017. Anticiper pour ne pas avoir à subir. Au Tchad, des milliers de volontaires secouristes ont répondu à l'appel de la Croix-Rouge et du gouvernement pour mettre en œuvre le programme eau, assainissement et santé communautaire face au risque accru de catastrophes naturelles en cette période de pluie. Reportage de Mama Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Tchad, chaque année, la saison pluvieuse vient avec son corollaire de catastrophes naturelles, notamment les inondations et les épidémies qui font des dizaines de morts. Cette année, pour contenir ces fléaux, la Croix-Rouge du Tchad, en partenariat avec le gouvernement, a élaboré un plan d'action pour assurer des services sociaux de base et secourir les populations nécessiteuses. Nous avions cet atout-là qui nous permet d'intervenir parce que nous sommes installés dans les 23 régions et nos volontaires sont partout dans le pays et dès qu'il y a quelque chose, ils sont présents déjà pour faire une évaluation et nous le faire parvenir. Le plan d'action de la Croix-Rouge du Tchad prévoit la formation des secouristes, le déploiement des volontaires à l'intérieur du pays et l'installation des centres de prise en charge médicale. Selon les autorités, la région du lac Tchad demeure la zone à haut risque qui nécessite la mobilisation des moyens conséquents. Actuellement, beaucoup plus nous sommes concentrés dans la région du lac Tchad. Nous avons pas mal de secteurs avec l'UNHCR, nous avons le secteur éducation que nous les gérons avec les réfugiés. Nous avons les secteurs services communautaires qu'on a. Nous avons la distribution et les livelihoods, beaucoup plus de sécurité alimentaire.
qu'on a toujours avec les réfugiés et les déplacés. Pour rappel, au Tchad, environ 2 millions de personnes se retrouvent sans abri chaque année pendant la saison pluvieuse et une personne sur 4 a besoin d'assistance humanitaire dans les zones méridionales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.